Parfois, on se sent bloqué. Tu sais, cette sensation étrange, comme si tu étais dans une pièce dont les murs se resserrent doucement, jour après jour. Tu respires, mais l'air semble de moins en moins pur, de moins en moins vivifiant. Tu avances, mais c'est comme marcher dans le sable. Chaque pas demande un effort surhumain, et tu as l'impression de ne jamais vraiment quitter le même endroit. On passe notre vie à chercher ce qu'on pourrait ajouter pour que ça aille mieux. Un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouvel objectif. On accumule, on empile, pensant que le bonheur se trouve au sommet de cette montagne de plus. On se dit que c'est en ajoutant des choses qu'on va enfin se sentir complet, accompli, heureux. Mais il y a quelque chose que personne ne t'a dit. Quelque chose de contre-intuitif, presque secret. Ce n'est pas ce que tu ajoutes dans ta vie qui te libère. C'est ce que tu retires. C'est dans le vide que tu crées, dans l'espace que tu libères, que la véritable transformation peut enfin prendre racine et grandir. C'est un concept puissant, presque effrayant au début, mais tellement libérateur. Imagine un instant que tout ce qui te pèse, tout ce qui t'empêche d'avancer, tu pouvais simplement le laisser derrière toi, sans un mot, sans une explication. C'est une idée qui va à l'encontre de tout ce qu'on nous apprend, mais c'est la clé. Cette stagnation, cette suffocation que tu ressens peut-être en ce moment même, ce n'est pas une fatalité. C'est un signal. C'est ton esprit, ton âme, qui te crie de faire de la place. C'est un appel à couper les liens qui t'entravent, mais à le faire en silence. Pas de drame, pas de confrontation explosive, pas de justification sans fin. Juste un retrait. Une décision calme et déterminée de t'éloigner de ce qui te consume de l'intérieur. Les anciens stoïciens, ces maîtres de la sagesse pratique, l'avaient déjà compris il y a des siècles. La plus grande des forces ne réside pas dans l'affrontement, mais dans la maîtrise de soi et dans le choix conscient de ce à quoi on donne notre énergie. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble 10 choses toxiques, 10 poids invisibles que tu portes peut-être sans même t'en rendre compte. 10 chaînes que tu peux briser, non pas avec un marteau, mais avec le pouvoir du silence et du retrait. Je te promets que si tu t'engages à éliminer ne serait-ce qu'une seule de ces choses, tu sentiras un changement profond. Tu vas réapprendre à respirer. Tu vas retrouver une clarté que tu pensais perdue à jamais. Alors, écoute bien, ouvre ton esprit et prépare-toi à faire le ménage. Mais un ménage silencieux, un ménage intérieur. Le voyage vers ta libération commence maintenant, et il commence par un simple pas en arrière. On commence par le plus difficile, le plus douloureux, mais aussi le plus essentiel, les relations qui t'épuisent. On en a tous. Ces personnes qui, après chaque interaction, te laissent complètement vidé. Comme si on avait branché un aspirateur sur ton âme et qu'on avait tout pompé. Tu te sens rincé, épuisé, parfois même triste ou en colère sans trop savoir pourquoi. C'est une fatigue qui n'a rien à voir avec le manque de sommeil. C'est une fatigue existentielle. C'est le sentiment d'avoir donné une partie de toi-même et de n'avoir reçu en retour qu'un vide encore plus grand. C'est une hémorragie lente, silencieuse, qui draine ton énergie vitale jour après jour, conversation après conversation. Ces relations peuvent prendre de nombreuses formes. Ça peut être cet ami qui ne t'appelle que pour se plaindre, transformant chaque discussion en une décharge de négativité. Ça peut être un membre de ta famille qui critique constamment tes choix, te faisant douter de toi en permanence, ou même ce collègue qui instille la compétition et le drame dans chaque projet. Le point commun, c'est ce sentiment d'être tiré vers le bas. Tu sais que tu devrais t'éloigner, mais la culpabilité, l'habitude, la peur de blesser ou de te retrouver seul te retiennent. Tu te dis ce n'est pas si grave, il ou elle va changer. Mais au fond de toi, la vérité est là, implacable. Cette relation te coûte bien plus qu'elle ne t'apporte. Le philosophe stoïcien Sénèque disait « Associe-toi à ceux qui feront de toi un homme meilleur ». C'est une phrase d'une simplicité et d'une puissance incroyable. Elle nous rappelle que nos relations ne sont pas neutres. Elles nous élèvent ou nous tirent vers le bas. Il n'y a pas d'entre-deux. Chaque minute passée avec quelqu'un qui te vide de ton énergie est une minute que tu ne passes pas avec quelqu'un qui pourrait t'inspirer, te soutenir, te recharger. C'est une minute que tu ne passes pas avec toi-même, à te reconstruire. Le temps est ta ressource la plus précieuse, ton énergie et ton carburant. Pourquoi continuer à les offrir à des personnes qui les gaspillent sans même s'en rendre compte? La solution n'est pas dans la confrontation. Tenter d'expliquer à quelqu'un qu'il est une source de toxicité pour toi est souvent une perte de temps et d'énergie supplémentaire. La plupart du temps, la personne ne comprendra pas, se vexera et la situation ne fera qu'empirer.
La véritable force ici, c'est l'éloignement en silence. C'est de reprendre le contrôle de ton temps et de ton espace sans bruit. C'est une décision que tu prends pour toi, pour ta survie émotionnelle. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est un acte de préservation de soi. C'est choisir de ne plus participer à un jeu où tu es toujours le perdant. C'est un acte de respect envers toi-même. L'idée de couper les ponts peut être terrifiante, surtout si ces relations sont anciennes ou semblent importantes. Alors, on ne va pas parler de couper les ponts, mais de reprendre ses distances. C'est plus doux, plus progressif et tout aussi efficace. Il ne s'agit pas de rayer des gens de ta vie de manière spectaculaire, mais de réduire progressivement leur influence sur toi. C'est comme baisser le volume d'une musique assourdissante, petit à petit, jusqu'à ce que tu puisses de nouveau entendre tes propres pensées. Ce processus se fait en silence, sans annonce, sans déclaration. C'est une action interne qui se manifeste par un changement de comportement externe. Tu cesses d'initier le contact, tu réponds avec un peu plus de délai, tu es un peu moins disponible. Le changement commence par une prise de conscience claire. Tu ne peux pas t'éloigner de ce que tu n'as pas identifié. Alors voici une première action concrète, un premier pas vers ta libération. Prends une feuille de papier, un carnet, ou même les notes de ton téléphone. Respire profondément. Et maintenant, écris les noms de 3 personnes. 3 personnes qui, honnêtement, sans te mentir à toi-même, te laissent systématiquement épuisé après avoir passé du temps avec elles. Ne réfléchis pas trop, les premiers noms qui te viennent à l'esprit sont souvent les bons. C'est un exercice privé, personne ne verra jamais cette liste. C'est juste pour toi, pour matérialiser ce que tu ressens déjà. Une fois que tu as ces 3 noms, le plan est simple. Pour les prochaines semaines, tu vas consciemment et silencieusement reprendre tes distances avec ces 3 personnes. Cela ne veut pas dire être méchant ou les ignorer de manière ostentatoire. Cela veut dire ne plus être le premier à envoyer un message. Si on te propose de les voir, tu peux dire que tu es occupé, sans avoir à te justifier pendant des heures. Tu peux espacer tes réponses. Tu peux décliner une invitation. Tu n'as pas besoin d'une excuse parfaite. Je ne peux pas ce jour-là est une phrase complète. Tu vas simplement créer de l'espace, petit à petit. Observe ce qui se passe quand tu crées cet espace. Observe le calme qui commence à s'installer. Observe l'énergie qui revient, lentement mais sûrement. Tu vas peut-être ressentir de la culpabilité au début, c'est normal. C'est le conditionnement qui te dit que tu dois être disponible pour tout le monde, tout le temps. Mais respire à travers cette culpabilité. Rappelle-toi pourquoi tu le fais, pour te protéger, pour te reconstruire. Tu n'es responsable que de ton propre bien-être. Et en te retirant silencieusement des relations qui t'épuisent, tu fais le premier pas, le plus important, pour reprendre le contrôle de ta vie et de ton énergie. Maintenant qu'on a parlé des vampires d'énergie externe, parlons du plus grand saboteur de tous, celui qui vit à l'intérieur de toi, ton propre mental. Cette petite voix dans ta tête, tu la connais bien. C'est celle qui te dit que tu n'es pas assez bon. C'est elle qui, juste avant de te lancer dans un projet important, te murmure à l'oreille. Tu vas te planter, tout le monde va se moquer de toi. C'est elle qui rejoue en boucle cette conversation embarrassante d'il y a 3 jours, ou cette erreur que tu as faite il y a 10 ans. C'est un critique intérieur impitoyable, un juge qui ne dort jamais et qui connaît toutes tes faiblesses, toutes tes insécurités, et qui adore appuyer dessus. Cette voix, on l'appelle le mental saboteur, le critique intérieur, l'imposteur. Peu importe son nom, son travail est toujours le même, te maintenir dans un état de peur, de doute et d'inaction. Elle se nourrit de tes échecs passés et de tes angoisses futures. Elle te compare aux autres, elle minimise tes réussites et elle amplifie tes défauts. Elle est si convaincante, si familière, qu'on finit par croire que cette voix, c'est nous. On pense que ces pensées négatives, ces jugements, sont le reflet de la réalité. On s'identifie à elles, on les laisse définir qui nous sommes et ce dont nous sommes capables. C'est le plus grand piège de tous. La révélation la plus libératrice que tu puisses avoir est la suivante. Cette voix négative, ce n'est pas toi. Ce n'est pas la vérité. C'est juste une partie de ton esprit, un mécanisme de défense primitif qui essaie de te protéger du danger et de l'inconnu en te maintenant dans ta zone de confort, même si cette zone est inconfortable et limitante. C'est une vieille programmation, un disque rayé qui joue la même chanson triste en boucle. Toi, ta véritable essence, ton vrai moi, c'est la conscience qui entend cette voix. Tu es celui qui observe ses pensées. Et le fait que tu puisses les observer prouve que tu n'es pas elle. C'est une distinction subtile mais absolument fondamentale. L'empereur stoïcien Marc Aurèle, un des hommes les plus puissants de son temps,
luttait lui aussi contre ses propres pensées. Il écrivait dans ses méditations « Notre vie est ce qu'en font nos pensées ». Il avait compris que le champ de bataille principal n'était pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de son propre crâne. Il avait compris que s'il pouvait maîtriser ses pensées, ou du moins, choisir de ne pas les croire, il pouvait maîtriser sa vie. Tu n'as pas le pouvoir d'empêcher les pensées négatives d'apparaître, pas plus que tu ne peux empêcher les nuages de passer dans le ciel. Mais tu as le pouvoir de ne pas construire ta maison dessus. Tu as le pouvoir de les laisser passer, sans t'y accrocher. Alors, comment fait-on concrètement pour se dissocier de cette voix et la faire taire? La première étape est de la reconnaître pour ce qu'elle est, juste du bruit. Quand tu l'entends te critiquer, au lieu de te laisser emporter par le flot de négativité, prends une seconde de recul et dis-toi simplement « Ah tiens, c'est encore mon mental saboteur qui parle. Ne la combats pas, ne la juge pas, ne te fâche pas contre elle. Contente-toi de la nommer, de l'étiqueter. » Cet simple acte de nomination crée une distance entre toi, l'observateur, et elle, la pensée. Tu cesses d'être la victime de la pensée pour devenir le témoin de la pensée. C'est un changement de perspective radical. La deuxième étape est de remplacer activement le négatif par le positif. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la reprogrammation neuronale. Ton cerveau a créé des autoroutes pour les pensées négatives. À force de les emprunter, elles sont devenues rapides et automatiques. Ton travail consiste à construire une nouvelle autoroute, celle des pensées constructives. Au début, ce sera un petit chemin de terre, difficile à emprunter. Mais plus tu l'utiliseras, plus il deviendra large et facile d'accès, jusqu'à devenir la voie par défaut. C'est un entraînement, comme aller à la salle de sport pour tes muscles, mais ici, c'est pour ton muscle mental. Voici l'action concrète pour ce chapitre. Prends un instant pour créer une seule phrase positive, simple et puissante, qui agit comme un antidote à ta critique intérieure la plus fréquente. Si ta voix te dit que tu es incapable, ta phrase pourrait être « Je suis compétent et j'apprends chaque jour ». Si elle te dit que tu ne mérites pas le succès, ta phrase pourrait être « Je suis digne de réussir et d'être heureux ». Choisis une phrase qui résonne en toi. Écris-la sur un post-it, mets-la en fond d'écran de ton téléphone, grave-la dans ton esprit. C'est ton nouveau mantra, ton bouclier. Pendant les 7 prochains jours, voici ta mission. Chaque matin au réveil, avant même de regarder ton téléphone, répète cette phrase 10 fois à voix haute. Chaque soir avant de te coucher, répète-la 10 fois. Et chaque fois que tu surprends ton mental saboteur en pleine action pendant la journée, contre-attaque immédiatement en répétant ta phrase. Au début, ça te paraîtra peut-être stupide ou faux. C'est normal. C'est ton ancienne programmation qui résiste. Mais persévère. Après 7 jours de ce régime mental, tu commenceras à sentir une différence. Le volume du saboteur aura baissé, et le son de ta propre voix, celle qui te soutient, commencera enfin à se faire entendre. Ah, celle-là, elle est vicieuse. On la connaît tous, cette petite démangeaison au fond de la gorge, cette pulsion presque incontrôlable de devoir prouver qu'on a raison. C'est plus fort que nous. On est là, dans une discussion, parfois même sur un sujet complètement éclaté au sol, genre « Est-ce que les ananas sur une pizza c'est une hérésie ou un coup de génie ?» Et soudain, la conversation prend un tournant. Ce n'est plus une discussion, c'est un champ de bataille. Ton interlocuteur n'est plus un ami, c'est un adversaire. Et ton seul objectif, ta seule quête, c'est de planter ton drapeau sur la colline de la vérité absolue. On a tous été ce soldat de l'inutile, prêt à sortir l'artillerie lourde pour une broutille. Le pire, c'est que souvent, on sent au fond de nous que ça ne mène nulle part. On sent cette tension qui monte, ce stress qui s'installe, cette énergie qu'on crame pour rien. On pourrait juste dire « Ah ouais, tu penses ça? Ok, intéressant. » et passer à autre chose. Mais non. L'ego, ce petit monstre capricieux qui vit en nous, se réveille et hurle. « Ne te laisse pas faire. Il a tort. Tu as raison. Détruis-le. » Et on l'écoute. On se lance dans des débats sans fin. On coupe la parole. On cherche la petite bête. On monte le ton. On se transforme en une version de nous-mêmes qu'on n'aime pas vraiment, juste pour le plaisir fugace et totalement illusoire d'avoir le dernier mot. C'est une véritable addiction, une drogue dure pour l'ego. Chaque victoire est un petit shoot de validation. Ah ah ah, je l'ai bien eu, il n'avait plus rien à dire. Mais à quel prix? On a peut-être gagné un argument, mais on a souvent perdu bien plus. La paix intérieure, une connexion avec l'autre, du temps précieux. On a transformé un moment qui aurait pu être un partage en un conflit. On a abîmé une relation pour une opinion. C'est un jeu de dupes où le seul vrai perdant, à la fin, c'est nous. On se retrouve seul avec notre raison, dans un silence pesant, celui de la rupture, pas celui de la sérénité.
Le grand philosophe stoïcien Sénèque disait « La vérité se perd dans trop de disputes. C'est tellement puissant. Quand on se bat pour avoir raison, on ne cherche plus la vérité, on cherche juste à gagner. On s'éloigne de l'essence même de l'échange. On ne cherche plus à comprendre, on cherche à dominer. Cette obsession est une prison mentale. Elle nous enferme dans notre propre perspective, nous empêche de grandir, d'apprendre des autres. C'est un poison lent qui ronge nos relations et notre tranquillité d'esprit, une chose toxique dont il est urgent de se débarrasser. En silence. Alors, comment on fait ? Comment on désamorce cette bombe à retardement de l'ego ? La première étape, c'est de comprendre que renoncer à avoir raison, ce n'est pas une défaite. C'est une victoire. C'est la plus grande des victoires, celle sur soi-même. C'est choisir consciemment la paix plutôt que le conflit. C'est décider que ta sérénité vaut plus que le besoin de prouver quelque chose. Ça demande une force incroyable, bien plus que de se lancer dans une joute verbale. C'est un acte de puissance silencieuse. C'est dire à ton ego « Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je choisis le calme. » Imagine la scène. Quelqu'un te critique, remet en question une de tes décisions, ou affirme un truc avec lequel tu es en total désaccord. Tu sens la montée d'adrénaline, les arguments qui se bousculent dans ta tête, prêts à jaillir. Et là, tu fais une pause. Tu respires. Et tu choisis le silence. Pas un silence agressif ou méprisant, non, un silence d'acceptation. Tu acceptes que l'autre ait son opinion, aussi différente soit-elle de la tienne. Tu acceptes que sa réalité ne soit pas la tienne, et tu laisses passer, comme un nuage dans le ciel. Tu observes la tempête en toi, mais tu décides de ne pas la laisser éclater. C'est un entraînement, un véritable art martial de l'esprit. Au début, c'est hyper difficile, ça va te brûler la langue. Tu auras l'impression de te soumettre, de perdre la face. Mais très vite, tu vas découvrir quelque chose de nouveau, un sentiment incroyablement libérateur. Tu vas réaliser que l'opinion des autres sur toi ou tes choix ne change absolument rien à qui tu es. Tu vas découvrir la puissance de ne rien avoir à prouver. Tu te rends compte que l'énergie que tu économises en ne te battant pas peut être utilisée pour des choses tellement plus constructives, plus joyeuses. Alors voilà l'action concrète pour ce chapitre. C'est un défi. La prochaine fois que quelqu'un te critique, te contredit ou te juge, que ce soit en face ou sur les réseaux, fais le choix de ne rien faire. Absolument rien. Ne réponds pas, ne te justifie pas, n'argumente pas. Contente-toi d'observer ce qui se passe en toi. Ressens l'envie de te défendre, puis laisse-la partir. Laisse la vague passer sans te laisser emporter. Tu verras, c'est un exercice de pouvoir personnel, immense. Tu n'abandonnes pas le combat. Tu choisis de ne même pas y entrer. Tu es au-dessus de ça. Tu choisis ta paix. On passe au numéro 4. Et celui-là, c'est le mal du siècle. La comparaison invisible. Invisible parce qu'elle se passe ici, derrière nos écrans, dans le silence de notre chambre. On scrolle, on scrolle, on scrolle. Un geste devenu aussi naturel que de respirer. On regarde les vies des autres défiler. Les vacances de rêve à Bali, le corps parfait sculpté à la salle, la start-up qui explose, le couple parfait qui s'aime comme au premier jour. Tout est lisse, tout est beau, tout est parfait. Et pendant ce temps, nous, on est en pyjama avec une tasse de café et on se sent nul. C'est instantané, c'est insidieux. Ce poison est particulièrement dangereux parce qu'on a l'impression de ne rien faire de mal. On se dit, je regarde juste ce que font les gens, je me tiens au courant. Mais en réalité, notre cerveau, lui, il ne fait pas la différence. Il compare. Il met en parallèle la réalité brute et parfois merdique de notre quotidien avec la vitrine ultra filtrée et mise en scène de la vie des autres. C'est un combat perdu d'avance. C'est comme comparer ton making-of avec les galères, les doutes et les ratés avec le blockbuster hollywoodien final des autres. Forcément, tu te sens petit, en retard, pas à la hauteur. Et le pire, c'est que ça crée une spirale. Plus on se sent mal, plus on va chercher sur les réseaux une forme d'évasion, une distraction. Et plus on y va, plus on se compare. Et plus on se sent mal. C'est un cercle vicieux qui nous aspire vers le bas. On en vient à douter de nos propres choix, de notre propre chemin. Peut-être que j'aurais dû faire ces études. Pourquoi je ne suis pas aussi musclé ? Pourquoi ma vie n'est pas aussi excitante ? On oublie complètement que ce qu'on voit n'est qu'une infime partie de la réalité. La partie que les gens ont choisi de montrer. On ne voit jamais les coulisses, les doutes, les échecs, la solitude. On se compare à des fantômes, à des versions idéalisées qui n'existent même pas. C'est une course sans ligne d'arrivée contre des adversaires
qui ne savent même pas qu'ils participent. On court après un bonheur qui n'est pas le nôtre, en se basant sur des standards qui ne sont pas les nôtres. C'est épuisant, c'est démoralisant, et ça nous éloigne de la seule chose qui compte vraiment. Notre propre vie, notre propre parcours, notre propre définition du bonheur. Cette comparaison constante est une voleuse de joie. Elle arrive en silence et pille notre estime de nous-mêmes sans qu'on s'en rende compte. Épictète, un autre stoïcien qu'on adore, a dit « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Ce ne sont pas les photos de vacances des autres qui nous rendent malheureux, c'est le jugement qu'on porte sur notre propre vie en les regardant. C'est l'histoire qu'on se raconte. Sa vie est mieux que la mienne. » La solution n'est donc pas de souhaiter que les autres arrêtent de poster, mais de changer notre propre regard, de reprendre le contrôle de ce à quoi on choisit de s'exposer. Il faut briser le sortilège. Le premier pas vers la libération est radical, mais nécessaire. Il faut couper le flux. Il faut affamer le monstre de la comparaison. Pour réaliser à quel point cette habitude est ancrée en nous, il faut essayer de vivre sans. C'est seulement dans le manque qu'on prend conscience de l'addiction. C'est en éteignant le bruit extérieur qu'on peut enfin réentendre sa propre voix, réapprécier sa propre vie pour ce qu'elle est, avec ses hauts et ses bas. C'est une détox numérique pour purifier son esprit. Imagine une semaine entière sans ce réflexe de scroller. Une semaine où ton premier regard le matin n'est pas pour Instagram, mais pour la fenêtre. Une semaine où les moments d'attente ne sont pas comblés par TikTok, mais par tes propres pensées, par l'observation du monde qui t'entoure. Au début, ce sera peut-être inconfortable, le silence, le vide, mais rapidement, tu vas sentir un espace se créer en toi. Un espace pour l'ennui créatif, pour la réflexion, pour la gratitude envers ce que tu as déjà. L'action que je te propose est donc un défi de 7 jours. Une semaine, c'est tout. Pendant 7 jours, tu supprimes les applications de réseaux sociaux de ton téléphone. Pas juste désactiver les notifications, non, désinstaller. Instagram, TikTok, Facebook, X, tout ce qui te pousse à comparer ta vie. Préviens tes proches si besoin, mais engage-toi. L'objectif est de casser le cycle. Observe ce qui se passe. L'ennui, le manque, puis le soulagement, la clarté. Tu vas te reconnecter à ta propre réalité. Et à la fin de ces 7 jours, tu pourras décider en pleine conscience comment tu veux réintégrer, ou non, ces outils dans ta vie. On arrive au 5e point, et celui-ci est subtil mais destructeur. Le besoin de justifier ton évolution. Tu décides de changer, de manger plus sainement, de te mettre au sport, de lancer un projet, de changer de carrière, ou simplement de devenir une personne plus calme, plus posée. C'est un mouvement intérieur, une décision qui t'appartient. Mais à peine tu fais un pas dans cette nouvelle direction, que les questions et les jugements arrivent. Ah bon? Mais pourquoi tu fais ça? T'es sûr de toi? Tu as changé? Avant t'étais plus drôle. Et là, le piège se referme. Instinctivement, on se sent obligé de se défendre. On prépare un argumentaire, un PowerPoint mental pour expliquer le pourquoi du comment de nos choix. On veut que les autres comprennent, qu'ils valident notre nouvelle trajectoire. On a peur de leur jugement, peur d'être incompris, peur d'être rejeté par le groupe. Ce besoin de validation externe est un fardeau immense. Il transforme une décision personnelle et libératrice en un procès où l'on est à la fois l'accusé et l'avocat. On passe une énergie folle à construire un dossier pour prouver que notre changement est légitime. Le problème, c'est que les gens jugeront toujours. C'est dans la nature humaine, le changement fait peur. Et ton évolution peut agir comme un miroir pour les autres, leur renvoyant leur propre inertie, leur propre peur. Leurs réactions parlent souvent plus d'eux que de toi. En cherchant à tout prix leur approbation, tu leur donnes un pouvoir qu'ils ne devraient pas avoir, le pouvoir de valider ta propre vie. Tu commences à adapter tes actions, non pas en fonction de ce qui est bon pour toi, mais en fonction de ce qui sera le mieux perçu. Tu te retrouves à diluer ton propre changement pour qu'il soit plus acceptable. Tu minimises tes succès pour ne pas rendre les autres jaloux. Tu t'excuses presque d'évoluer, de devenir une meilleure version de toi-même. C'est complètement absurde, mais on le fait tous à un certain degré. On a peur de briller trop fort, peur de déranger. Ce besoin de justification est une encre qui te retient. Il t'empêche de t'aligner pleinement avec qui tu veux devenir, car tu es constamment en train de regarder en arrière pour voir si les autres te suivent et t'approuvent. La clé pour se libérer de ce poids est de comprendre une vérité fondamentale: tu n'as de compte à rendre à personne sauf à toi-même. Tes choix de vie, tes aspirations, tes changements sont ton histoire. Tu n'as pas besoin d'un jury pour l'approuver. Le seul alignement qui compte, c'est l'alignement avec tes propres valeurs,
tes propres désirs profonds. Le reste, c'est du bruit. S'affranchir du besoin de justification, c'est un acte d'amour-propre radical. C'est dire au monde, ceci est mon chemin. Vous pouvez le comprendre ou non, l'aimer ou non, mais c'est le mien. Le silence devient alors ton meilleur allié. Face aux questions, aux doutes, aux critiques des autres, tu n'as pas besoin de te lancer dans de grandes tirades explicatives. Un sourire, un simple « c'est ce qui me semble juste pour moi, en ce moment » suffit. Tu n'as pas à dérouler tout ton cheminement intérieur pour le rendre légitime aux yeux des autres. Ta conviction intérieure est ta seule légitimité. En arrêtant de te justifier, tu envoies un message puissant, tu es sûr de toi. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que les gens commencent à respecter tes choix. Cette posture demande du courage, car elle implique d'accepter que certaines personnes ne comprendront pas. D'accepter que ton évolution puisse t'éloigner de certains cercles. C'est le prix de l'authenticité. Mais la paix et la force que tu gagnes en étant pleinement aligné avec toi-même valent 1000 fois ce prix. Tu arrêtes de jouer un rôle pour plaire, et tu commences à vivre pour toi. Tu n'es plus une version édulcorée de toi-même, tu es l'original, sans filtre et sans excuse. C'est une immense libération. L'action pour ce chapitre est un engagement sur le long terme pendant les 30 prochains jours. Je te mets au défi de supprimer consciemment toute volonté de prouver quoi que ce soit aux autres concernant ton évolution. Quand tu sens monter l'envie de te justifier, de te défendre, de convaincre quelqu'un du bien fondé de tes choix, fais une pause. Respire et rappelle-toi que tu n'as rien à prouver. Laisse les opinions des autres glisser sur toi. Concentre-toi uniquement sur tes actions et sur ce qu'elles te procurent. Pendant 30 jours, avance en silence, avec pour seule boussole ta conviction intérieure. Fais-le pour toi et uniquement pour toi. 6e chose toxique à éliminer, en silence les cercles bruyants. Vous savez de quoi je parle, ces groupes où tout le monde parle, mais personne n'écoute vraiment. C'est un brouhaha constant, une cacophonie d'opinions, de jugements, de petites phrases assassines déguisées en blagues. On y va par habitude, par peur de manquer quelque chose, le fameux FOMO. On se retrouve aspiré dans ce tourbillon d'échanges superficiels, et à la fin de la soirée, on se sent complètement vidé, comme si on avait couru un marathon mental. On a l'impression d'avoir perdu son temps, son énergie, et même un peu de son âme dans ce bruit incessant. C'est un poison lent qui anesthésie notre propre pensée. Le problème, c'est que ce bruit extérieur finit par étouffer notre voix intérieure. À force d'entendre les autres crier leurs certitudes, on finit par douter des nôtres. On se met à penser comme le groupe, à rire des mêmes choses, même si au fond, ça ne nous fait pas rire. On adopte leur code pour ne pas être exclu, pour faire partie de la meute. C'est une forme de conformisme insidieux. On perd notre singularité, notre capacité à réfléchir par nous-mêmes. On devient une simple caisse de résonance, un écho des autres, et notre propre musique intérieure devient inaudible, perdue dans le vacarme collectif. C'est une trahison silencieuse envers soi-même. Sénèque, encore lui, ce génie, disait « La foule est un loup ». C'est une image tellement puissante. Un loup peut être magnifique, mais il est sauvage, imprévisible et potentiellement dangereux si on ne fait pas attention. La foule, le groupe bruyant, c'est pareil. Elle peut nous emporter dans son élan, mais elle peut aussi nous dévorer, nous faire perdre notre identité. S'éloigner de ces cercles, ce n'est pas de l'arrogance ou de la misanthropie. C'est un acte d'autopréservation. C'est choisir de protéger son espace mental, de cultiver son propre jardin secret, plutôt que de le laisser piétiner par les autres. Il faut comprendre que choisir le silence, choisir la solitude choisie, ce n'est pas être seul. C'est être avec soi-même. C'est se donner l'opportunité de s'entendre penser, de se reconnecter à ses propres désirs, à ses propres valeurs. C'est dans ce calme retrouvé qu'on peut enfin faire le tri, qu'on peut distinguer ce qui vient de nous et ce qui nous a été imposé par le bruit ambiant. C'est un luxe incroyable dans notre monde hyper connecté. S'extraire du bruit, c'est comme remonter à la surface après une longue apnée. On respire enfin et l'air est pur. S'éloigner en silence, c'est la clé. Pas besoin d'annonces fracassantes, pas besoin de justifier son départ. Il suffit de décliner une invitation, puis une autre. De répondre moins vite aux messages de groupe. De créer de la distance, petit à petit, sans drame. Les gens finiront par comprendre ou pas, et ce n'est pas votre problème. Votre priorité, c'est votre paix intérieure. Ce retrait progressif est une manière élégante et non conflictuelle de reprendre le contrôle de votre environnement social. C'est une déclaration d'indépendance silencieuse, un acte de souveraineté sur votre propre temps et votre propre énergie.
Cette solitude que vous allez redécouvrir n'est pas un vide, c'est une liberté. C'est l'espace nécessaire pour que de nouvelles idées puissent naître, pour que votre créativité puisse s'exprimer sans être jugée ou critiquée avant même d'avoir vu le jour. C'est le moment où vous pouvez lire, apprendre, réfléchir, créer, sans interruption. C'est dans ces moments de solitude que les plus grandes découvertes sur soi-même se font. Vous allez vous rendre compte que vous êtes une compagnie bien plus intéressante que vous ne le pensiez, et que le silence n'est pas effrayant, mais au contraire incroyablement riche et fertile. Pensez-y, combien de vos opinions, de vos goûts, de vos choix de vie sont réellement les vôtres, et combien sont le fruit de l'influence de ces cercles bruyants? C'est une question vertigineuse, mais essentielle. En vous éloignant, vous vous donnez la chance de tout remettre à plat, de vous réaligner avec la personne que vous êtes vraiment, pas celle que le groupe attend que vous soyez. C'est un processus de déconditionnement. Vous vous libérez des chaînes invisibles de l'approbation sociale pour enfin marcher à votre propre rythme, sur votre propre chemin. Alors, voici l'action pour ce point. C'est un défi radical mais transformateur. Passez 24 heures complètes sans aucune interaction sociale volontaire. Pas de messages, pas d'appels, pas de réseaux sociaux, pas de discussion avec les collègues à la machine à café. Juste vous, et vous seul. Observez ce qui se passe en vous. L'inconfort au début, peut-être. Puis le calme. Puis la clarté. Cet exercice va vous montrer à quel point vous êtes dépendant du bruit extérieur et à quel point la solitude peut être une source de force et de liberté. C'est un cadeau que vous vous faites. 7e chose. Toxique. Et celle-ci est particulièrement vicieuse, la peur du vide. C'est cette angoisse qui nous paralyse et nous pousse à rester dans des situations qui ne nous conviennent plus. Un job qui nous éteint à petit feu. Une relation amoureuse qui est devenue une colocation sans âme. Une ville où l'on ne se sent plus chez soi. On sait au fond de nous que c'est terminé, que la flamme est éteinte, mais on reste. Pourquoi? Par peur. Peur de ce qu'il y a après. Peur de l'inconnu. Peur du vide. On préfère un malheur familier à un bonheur incertain. C'est un calcul terrible, une prison dorée qu'on se construit soi-même. Cette peur est une illusion. Le vide que l'on imagine n'est pas un néant destructeur. C'est en réalité un espace de possibilités. C'est une page blanche sur laquelle on peut enfin écrire une nouvelle histoire. Mais pour pouvoir écrire, il faut d'abord oser tourner la page précédente, même si l'encre est encore fraîche. On s'accroche à des branches mortes en pensant qu'elles nous sécurisent, alors qu'elles nous empêchent simplement de voir la forêt luxuriante qui nous attend un peu plus loin. On se convainc que c'est mieux que rien. Une des phrases les plus tristes et les plus limitantes qui soignent de rester par peur du vide, c'est choisir de stagner, c'est refuser de grandir. La vie est mouvement et s'accrocher au passé ou à un présent insatisfaisant, c'est aller contre nature, c'est comme essayer de retenir le courant d'une rivière avec ses mains. C'est épuisant et c'est voué à l'échec. Le changement est la seule constante. L'accepter et même le provoquer quand c'est nécessaire, c'est faire preuve d'un courage immense, c'est affirmer sa confiance en sa propre capacité à rebondir, à s'adapter, à se réinventer. C'est un acte de foi en soi-même. On se raconte des histoires pour justifier notre inaction. Ce n'est pas le bon moment. Je vais blesser des gens. Et si je ne trouve rien de mieux? Ces questions sont des barreaux invisibles. La vérité, c'est que le bon moment n'existe pas. Il n'y aura jamais de moment parfait, sans risque et sans douleur. Le seul moment que l'on a, c'est maintenant. Et la seule personne que l'on blesse à coup sûr en restant, c'est soi-même. On sacrifie son propre épanouissement sur l'autel d'une fausse sécurité. C'est un marché de dupes. La clé, c'est de comprendre que c'est dans ce vide que tout se reconstruit. C'est un espace de deuil, oui, mais aussi un espace de création. Quand on quitte un job, on libère du temps et de l'énergie mentale pour trouver celui qui nous passionnera vraiment. Quand on met fin à une relation toxique, on se donne la chance de se retrouver soi-même et éventuellement de rencontrer quelqu'un avec qui on sera vraiment aligné. Ce vide n'est pas une fin, c'est un commencement. C'est le chaos fertile qui précède une nouvelle création. Il faut apprendre à l'apprivoiser, à l'aimer même. Ce processus doit se faire en silence. Pas dans le sens de ne rien dire à personne, mais dans le sens de ne pas chercher la validation extérieure pour votre décision. C'est un choix intime, profond. Les autres, avec leurs propres peurs, projetteront leurs angoisses sur vous. Tu es sûr? C'est risqué. Et si tu le regrettes, vous devez protéger votre décision de ce bruit. Faites confiance à votre intuition, à cette petite voix qui vous dit depuis si longtemps que vous devez partir.
c'est votre GPS intérieur, et il est bien plus fiable que toutes les opinions du monde. Lâcher prise est un super pouvoir. C'est la capacité de dire stop à ce qui ne nous sert plus, pour faire de la place à ce qui nous fera grandir. C'est un acte d'amour-propre radical. Chaque jour que vous passez dans une situation qui vous diminue est un jour de moins pour construire la vie que vous méritez. Le temps est votre ressource la plus précieuse. Ne la gaspillez pas à entretenir des ruines, par peur de devoir reconstruire. Le chantier peut faire peur, mais la nouvelle maison sera la vôtre, bâtie sur des fondations saines et solides. L'action concrète pour ce point est symbolique, mais très puissante. Identifiez une chose, une seule, que vous retenez uniquement par peur du vide. Ça peut être un vieil objet lié à un souvenir douloureux, un numéro de téléphone que vous n'osez pas supprimer, une vieille habitude qui vous ancre dans le passé. Prenez un moment pour faire consciemment le deuil de cette chose. Remerciez-la pour ce qu'elle vous a apporté, puis libérez-vous-en. Jetez l'objet, supprimez le contact, brisez l'habitude. C'est le premier pas pour apprendre à votre cerveau que lâcher prise n'est pas mourir, mais renaître. 8e poison à éliminer en silence. Le perfectionnisme paralysant. Attention, je ne parle pas de l'envie saine de bien faire les choses, de viser l'excellence. Ça, c'est un moteur. Non, je parle de cette quête obsessionnelle de la perfection absolue, celle qui nous empêche d'agir. C'est ce projet que vous ne lancez jamais, parce qu'il n'est pas encore parfait. Ce mail que vous réécrivez 20 fois. Cette conversation que vous reportez sans cesse parce que vous n'avez pas trouvé les mots parfaits. C'est une forme de procrastination déguisée en exigence. En réalité, c'est la peur qui parle. La peur d'être jugé, la peur de l'échec. Le perfectionnisme est un mirage. Il n'existe pas dans le monde réel. Tout ce qui a de la valeur, tout ce qui a été créé par l'homme, est imparfait. Les plus grandes œuvres d'art ont leurs défauts. Les plus grandes entreprises ont leurs failles. La nature elle-même est magnifiquement imparfaite. Vouloir atteindre la perfection, c'est se condamner à l'inaction. On reste sur le bord de la piscine, à mesurer la température de l'eau, à vérifier la météo, à calculer la trajectoire idéale pour plonger, et pendant ce temps, les autres nagent, s'amusent et progressent. On reste bloqué dans les starting blocks de notre propre vie. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, a écrit une phrase qui devrait être notre mantra. N'attends pas la République de Platon, c'est-à-dire, n'attends pas que les conditions idéales soient réunies, n'attends pas d'atteindre un idéal utopique pour agir. Fais avec ce que tu as, là où tu es. Le monde réel est désordonné, imprévisible et imparfait. Et c'est justement ça qui le rend intéressant. L'action imparfaite vaudra toujours 1000 fois plus que l'inaction parfaite. Un premier pas maladroit est infiniment plus puissant qu'une attente immobile, aussi réfléchie soit-elle. Il faut oser être un débutant. Cette quête de perfection est souvent liée à notre ego. On a tellement peur que notre première tentative ne soit pas un chef-d'œuvre qu'on préfère ne rien montrer du tout. On protège notre image d'une critique potentielle. Mais c'est une erreur fondamentale. L'échec, ou plutôt le retour d'information, est le carburant de l'apprentissage. C'est en faisant, en se trompant, en ajustant, qu'on s'améliore. En refusant de produire quelque chose d'imparfait, on se prive de la plus grande source de progrès qui soit. On choisit de rester dans une bulle théorique plutôt que de se confronter à la réalité. La solution est simple à dire, mais difficile à faire, il faut agir. Maintenant, avec les moyens du bord, il faut accepter que la première version sera nulle. Le premier jet d'un roman, le premier enregistrement d'une chanson, le premier prototype d'une invention, tout ça est souvent médiocre. Et c'est normal. C'est le processus. Fait était mieux que parfait n'est pas juste une phrase à la mode, c'est une vérité profonde. L'important est de mettre la machine en route. Une fois que l'objet existe, même sous une forme brute, on peut l'améliorer. Mais on ne peut pas améliorer quelque chose qui n'existe pas. Ce changement de mentalité doit se faire en silence, à l'intérieur de vous. Ne l'annoncez pas au monde entier. Agissez, lancez ce blog avec seulement 3 articles pas terribles. Publiez cette vidéo même si la lumière n'est pas parfaite. Envoyez ce CV même s'il n'est pas optimal. C'est en vous confrontant au réel que vous allez apprendre 10 fois plus vite qu'en lisant tous les livres du monde sur le sujet. Vous allez briser le cycle de la paralysie par l'analyse. Vous allez passer du statut de penseur à celui de faiseur. Et c'est là que la magie opère. Chaque action imparfaite que vous posez est une victoire contre la peur. C'est un message que vous envoyez à votre cerveau, je suis capable d'agir malgré l'incertitude. Je suis plus fort que ma peur du jugement. C'est en accumulant ces petites victoires que vous allez construire une confiance en vous, inébranlable.
Une confiance qui n'est pas basée sur l'illusion de la perfection, mais sur la réalité de votre capacité à agir, à apprendre et à vous adapter. Vous allez découvrir la joie de la création, le plaisir du processus, plutôt que l'angoisse du résultat. Alors, l'action pour ce point est un défi direct à votre perfectionnisme. Dans les 7 prochains jours, vous allez lancer ou publier quelque chose d'imparfait. Quelque chose que vous gardez dans vos tiroirs depuis des semaines, des mois, voire des années. Un poème, un dessin, une idée de business sur une simple page web, une vidéo sur un compte anonyme, peu importe. L'objectif n'est pas le succès ou la reconnaissance. L'objectif est de le faire. D'appuyer sur publier, de le mettre au monde, de prouver à vous-même que vous pouvez le faire. C'est un acte de libération immense. La 9e chose à éliminer, et c'est peut-être la plus insidieuse, c'est le passé mal digéré. Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Ces souvenirs qui tournent en boucle dans votre tête, ces regrets qui pèsent sur vos épaules comme des tonnes de plomb. On se dit « Ah, si seulement j'avais fait ça, si seulement j'avais dit ça autrement ». C'est comme regarder un film en boucle, un film dont on connaît la fin tragique, mais on espère à chaque fois qu'elle va changer. On reste accroché à des versions de nous-mêmes qui n'existent plus, à des situations qui sont terminées depuis des lustres, et on se torture avec. C'est un poison lent qui nous empêche de vivre le présent, de savourer l'instant. Ce passé, il est tenace. Il s'infiltre partout, dans nos décisions, dans nos peurs, dans nos relations. Il colore notre vision du monde d'une teinte sépia, un peu triste, un peu nostalgique, mais surtout complètement paralysante. C'est une encre qui nous maintient fermement au fond de l'océan de nos erreurs passées, alors que tout ce qu'on voudrait, c'est remonter à la surface et respirer. On se justifie en disant qu'on apprend de nos erreurs, mais en réalité, on ne fait que les revivre, encore et encore. On les chérit presque, ces erreurs, comme des cicatrices qu'on exhibe pour prouver qu'on a vécu, alors qu'elles nous empêchent simplement de guérir. Le problème, c'est qu'on croit que ce passé nous définit. On pense être la somme de nos échecs, de nos chagrins d'amour, de nos mauvais choix. C'est complètement faux. Vous n'êtes pas votre passé. Vous êtes la personne qui a survécu à ce passé, qui en a tiré des leçons, même douloureuses. Le stoïcisme nous enseigne une vérité fondamentale. Ce qui ne dépend pas de nous, comme le passé, ne devrait pas avoir de pouvoir sur notre tranquillité d'esprit actuelle. Le passé est hors de notre contrôle. Il est figé, immuable. S'y accrocher, c'est comme essayer de retenir de l'eau dans ses mains. C'est épuisant et totalement inutile. La seule chose qui compte, c'est ce que vous faites maintenant, avec les cartes que vous avez en main. Le passé est une leçon, pas une sentence à perpétuité. Il faut apprendre à le regarder comme un professeur sévère, mais juste, qui nous a appris ce qu'il fallait savoir. Et ensuite, il faut le remercier et le laisser partir. C'est un acte de libération immense. C'est dire merci pour l'expérience, mais maintenant je dois avancer. C'est couper le fil qui vous relie à ces fantômes pour enfin pouvoir danser avec la vie, ici et maintenant, sans être alourdi par des chaînes invisibles. C'est un choix conscient, un acte de courage. Alors, comment on fait, concrètement, pour couper ce lien toxique avec le passé? Comment on se libère de cette prison mentale qu'on a nous-mêmes construite? L'action que je vous propose est symbolique, mais incroyablement puissante. Ça va peut-être vous paraître un peu bizarre, un peu spirituel, mais faites-moi confiance, l'impact est réel. Vous allez prendre une feuille de papier et un stylo. Vous allez vous isoler, dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Et vous allez écrire une lettre à votre ancien vous. Oui, cette version de vous qui a souffert, qui a fait des erreurs, qui regrette. Dans cette lettre, vous allez tout mettre. Absolument tout. Ne vous censurez pas. Exprimez votre colère, votre tristesse, votre déception. Dites à cet ancien vous tout ce que vous lui reprochez. Mais ensuite, et c'est la partie la plus importante du processus, vous allez lui pardonner. Vous allez écrire noir sur blanc que vous comprenez pourquoi il ou elle a agi de cette manière. Avec les informations, la maturité et les ressources qu'il ou elle avait à l'époque. Vous allez lui témoigner de la compassion, de l'empathie. Vous allez lui dire que c'est bon, qu'il ou elle a fait de son mieux, et que maintenant, il est temps de le laisser reposer en paix. Une fois cette lettre écrite, relisez-la une dernière fois. Imprégnez-vous de chaque mot, de chaque émotion. Ressentez ce poids qui commence déjà à s'alléger. Et ensuite, vous allez la détruire. Le moyen le plus puissant, c'est de la brûler. Prenez toutes les précautions nécessaires, bien sûr. Faites-le dans un évier, un bol en métal, à l'extérieur. Regardez les flammes consumer le papier. Regardez vos regrets, vos erreurs, votre douleur, se transformer en fumée et en cendres. C'est un rituel de purification.
Vous ne détruisez pas votre passé, vous transmutez son énergie négative en libération. En regardant cette lettre brûlée, visualisez les chaînes qui se brisent. Sentez le poids qui quitte vos épaules. C'est un acte symbolique qui envoie un message très fort à votre subconscient. C'est terminé. Ce chapitre est clos. Vous n'êtes plus otage de ces souvenirs. Vous êtes libre, et cette liberté, personne ne peut vous l'enlever. C'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Un acte d'amour-propre radical. Le passé n'a plus de prise sur vous. Vous avez fait la paix. Et maintenant, vous pouvez enfin, regarder droit devant vous et construire votre avenir sur des fondations saines et solides. Et on arrive à la 10e et dernière chose toxique à éliminer en silence. C'est un monstre, celui-là. Un monstre qui se nourrit de notre anxiété et de notre insécurité, le besoin d'être aimé. Mais pas juste aimé par nos proches, non. Le besoin d'être aimé par tout le monde. Le collègue de travail, la boulangère, cet inconnu sur les réseaux sociaux qui laisse un commentaire. On veut l'approbation universelle. On veut que chaque personne qu'on croise nous trouve génial, intelligent, beau, drôle. C'est une quête absolument épuisante et, soyons honnêtes, complètement perdue d'avance. C'est impossible. Ce besoin nous transforme en caméléons sociaux. On change de couleur, d'opinion, de personnalité en fonction de la personne qu'on a en face de nous. On dit oui alors qu'on pense non. On sourit alors qu'on a envie de crier. On arrondit les angles en permanence. On lisse notre caractère pour ne froisser personne. Le problème, c'est qu'à force de vouloir plaire à tout le monde, on finit par se déplaire à soi-même. On ne sait même plus qui on est vraiment, sous toutes ces couches de faux semblants. On devient une coquille vide, un acteur qui joue un rôle en permanence. Et c'est la recette parfaite pour le burn-out et la dépression. On a tellement peur du jugement, tellement peur de la critique, de la désapprobation. Qu'est-ce qu'on va penser de moi si je dis ça? Et si on ne m'aime plus si je fais ça? Cette peur nous paralyse. Elle nous empêche de prendre des risques, d'affirmer nos convictions, de vivre selon nos propres valeurs. On préfère rester dans une petite boîte confortable et tiède, acceptée par tous, plutôt que de prendre le risque d'être pleinement soi-même et d'être rejeté par quelques-uns. On sacrifie notre authenticité sur l'autel de la popularité. C'est un marché de dupes, un pacte avec le diable où l'on échange notre âme contre quelques sourires de façade. Épictète, encore un stoïcien brillant, disait « Si tu veux progresser, ne crains pas de passer pour un sot ou un ignorant dans les choses extérieures. » C'est tellement puissant. Accepter de ne pas plaire à tout le monde, c'est le début de la véritable liberté intérieure. C'est comprendre que l'opinion des autres est une chose extérieure, une chose qui ne dépend absolument pas de nous. Tenter de la contrôler est une folie. La seule chose qui compte, c'est d'être en accord avec soi-même, avec ses principes, avec sa conscience. Votre valeur ne dépend pas du nombre de likes que vous recevez, que ce soit en ligne ou dans la vie réelle. Alors, comment on se détache de ce besoin viscéral d'être aimé? Comment on apprend à faire passer notre propre validation avant celle des autres? L'action que je vous propose est un défi, un petit acte de rébellion contre votre propre peur. C'est simple en apparence, mais ça demande un vrai courage. Vous allez, dans les jours qui viennent, faire une chose, une seule, que vous avez toujours évitée par peur du regard des autres, par peur du jugement. Une chose que vous vouliez faire, mais que vous vous êtes interdit en vous disant non, les gens vont trouver ça bizarre, ou on va me critiquer. Ça peut être quelque chose de tout petit. Portez ce vêtement un peu excentrique qui est au fond de votre placard. Osez dire non à une invitation où vous n'avez pas envie d'aller, sans donner 1000 justifications. Partagez une opinion qui sort un peu du lot dans une conversation de groupe. Demandez cette augmentation que vous pensez mériter depuis des mois. Chantez à voix haute, dans la rue si ça vous chante. L'important n'est pas l'action en elle-même, mais l'intention derrière. L'intention est de dire « Mon opinion de moi-même est plus importante que l'opinion que les autres ont de moi ». Au moment de faire cette chose, vous allez sentir la peur monter. C'est normal. Votre cerveau est programmé pour chercher l'approbation du groupe. C'est un réflexe de survie ancestrale. Accueillez cette peur, observez-la, mais ne la laissez pas vous diriger. Respirez profondément et agissez quand même. Faites-le. Et observez ce qui se passe. Peut-être que personne ne remarquera. Peut-être que quelqu'un fera une remarque, et alors, vous survivrez. Vous réaliserez que le jugement des autres n'est qu'un bruit de fond, et qu'il n'a aucun pouvoir réel sur vous, sauf celui que vous décidez de lui donner. Cet acte, c'est le premier pas pour reprendre le contrôle. Pour construire votre estime de vous, non pas sur le sable mouvant de la vie des autres, mais sur le roc solide de vos propres valeurs. Chaque fois que vous choisirez l'authenticité, plutôt que l'approbation, vous renforcerez ce muscle de l'indépendance.
vous vous rendrez compte que la liberté de ne pas plaire est la plus grande des libertés. Et vous attirerez à vous des gens qui vous aiment pour qui vous êtes vraiment, pas pour le masque que vous portez. C'est ça, la vraie connexion. C'est ça, la vraie paix. On arrive à la fin de cette vidéo. On a parlé de 10 choses, 10 poisons lents qui s'infiltrent dans nos vies, souvent sans qu'on s'en rende compte. Et la conclusion de tout ça, elle est simple, elle est radicale, elle est presque choquante. Tu n'as pas besoin de crier pour changer ta vie. Tu n'as pas besoin d'expliquer, ni de convaincre. Personne n'a besoin d'être au courant de ta transformation intérieure. Personne n'a besoin de la valider. C'est un travail silencieux, un travail intime, un travail entre toi et toi. Ce que tu élimines en silence construit ta paix. Chaque relation toxique que tu laisses partir, chaque pensée négative que tu refuses d'écouter, chaque besoin de validation que tu ignores, c'est une brique que tu poses pour construire ta forteresse intérieure. Une forteresse de tranquillité, de clarté, de force. Ce n'est pas un acte de faiblesse de couper, de s'éloigner. C'est l'acte de courage ultime. C'est choisir sa propre santé mentale plutôt que le confort des habitudes destructrices. C'est un acte d'amour-propre. Alors maintenant, je veux que tu fasses une pause. Arrête tout. Regarde ta vie. Écoute ton corps. Ressens ton âme. Sois brutalement honnête avec toi-même. Ne te mens plus. Ne trouve plus d'excuses. La réponse est déjà en toi. Tu la connais. Tu la sens dans tes tripes, dans cette boule au ventre, dans cette fatigue chronique. La question n'est pas de savoir si quelque chose doit être coupé. La question est, qu'est-ce que je dois couper maintenant, pour enfin respirer? Si cette vidéo t'a parlé, si un mot, une phrase, a résonné en toi, alors mon travail est fait. Partage-la à une personne qui a besoin de couper. Une personne qui se noie en silence et qui a juste besoin d'une permission pour remonter à la surface. Abonne-toi. Ici, on ne fait pas dans la dentelle. On parle stoïcisme, clarté, transformation. On va chercher ce qui fait mal pour le guérir. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine étape. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt, en silence.